Alibé, bonjour. Bonjour. On est sur Mars. Oui, ben oui, dans une station scientifique sur Mars. Alors, on est dans une station, c'est l'exposition qui est au planétarium. Vous avez contribué beaucoup à faire en sorte qu'on ne dise pas de niaiseries. Donc, Avec le côté scientifique, c'est le Cirque Éloise qui a conçu l'exposition. Est-ce que ça, dans votre esprit, c'est sûr que ça va arriver un jour, une station sur Mars, ou pas nécessairement? J'espère, mais je pense qu'en ce moment, l'humanité se prépare pour envoyer éventuellement des humains sur Mars, mais il y a beaucoup de travail pour se rendre là. Je pense que souvent, on a l'impression que ça va être demain matin qu'on va se rendre là, mais attends, pour aller vers Mars, ça prend 6-7 mois se rendre là. Les planètes s'alignent juste une fois de temps à autre, donc un voyage vers Mars, même aller-retour, ça serait environ 2 ans. Il faut avoir assez d'essence pour revenir. Imagine, c'est déjà assez difficile d'envoyer une fusée de la Terre. Là, imagine avoir une fusée sur Mars pour ramener nos astronautes. L'environnement martien n'est pas idéal parce qu'on l'apprend dans l'exposition qu'il y a des tempêtes de sable, le sol, la poussière peut être dangereuse pour les humains. Il faut avoir de l'oxygène. Je pense que des fois, les gens s'imaginent que Mars, c'est un plan B. C'est pas pour moi, ça serait pas un plan B. C'est un environnement où on peut aller explorer, peut-être s'établir scientifiquement, mais ça va pas être notre planète du futur. Félicitations pour votre sélection à la mission Rouge 2100 et bienvenue à bord de la navette interplanétaire Farah Alibé. C'est sur Mars que nous nous étions donné rendez-vous. Farah Alibé a participé à cette exposition présentée au planétarium. On y a imaginé une station qui pourrait un jour exister sur la planète rouge. Avec son doctorat en robotique spatiale, Farah Alibé a fait partie de l'équipe qui a guidé à distance l'engin Persévérance. Touchdown confirmed. Perseverance safely on the surface of Mars. Ready seeking the sands of past life. Elle a aussi défié l'atmosphère de Mars en dirigeant le premier vol d'un hélicoptère appelé Ingenuity. First flight of a powered aircraft to another planet. Est-ce qu'il y a encore des mystères autour de Mars? Parce que Mars fascine depuis toujours. Il y a encore des mystères. D'abord, c'est-tu établi qu'il y a eu de la vie? Non. Mais justement, c'est ça qui est intéressant avec Mars, c'est que la première fois qu'on est allé sur Mars avec des robots, les gens s'imaginaient vraiment qu'il y avait dû avoir la vie ou peut-être qu'il y en avait encore, puis ils pensaient que ça serait facile à trouver. Puis on a atterri les missions Viking sur Mars. Donc, la sonde américaine Viking 1 s'est posée sans encombre sur la planète Mars à 11h53 GMT aujourd'hui. 7 ans jour pour jour après le débarquement de Neil Armstrong sur la Lune, les Américains accomplissent une autre grande première spatiale. Ça fait longtemps, 76. Oui. Ça. Puis, et puis, les scientifiques ont vu les données puis ils sont comme « Ah! » On ne sait pas ce qui se passe, mais c'est pas ce qu'on s'attendait. Donc, après Viking, ils ont recommencé l'exploration martienne du tout début. Donc là, on est allé avec les Mars Exploration Rovers pour comprendre est-ce qu'il y aurait pu avoir de l'eau sur Mars. On a découvert que oui, avant, il y avait de l'eau. Ça, c'est clair. Oui, ça, on le sait. Après, Curiosity est allé sur Mars pour comprendre est-ce que Mars aurait pu être habitable. Puis Curiosity a confirmé que oui, il y a un temps où Mars était habitable, ressemblait à la Terre. Ça veut dire qu'il y avait une atmosphère, il y avait de l'eau liquide, il y avait peut-être des températures plus tempérées. Il y avait même un champ magnétique, comme on a ici sur Terre, qui nous protège, nous les humains. Mais on ne sait pas. Pas s'il y avait de la vie, parce qu'on sait qu'il y avait des ingrédients. Dans l'eau, il n'y avait aucune cellule. Pas ce qu'on sache, c'est ça. Donc, en ce moment, mais c'est là que maintenant, Persévérance est sur Mars pour essayer de répondre à cette question-là. Est-ce qu'il y aurait pu avoir de la vie? Puis là, pour savoir s'il y a de la vie, c'est un peu compliqué parce qu'on ne s'attend pas à trouver comme un fossile. C'est sûr que si on en trouve un, yes, si on est correct. Mais c'est plus qu'on veut comprendre, est-ce qu'il y aurait eu des traces de vie? Est-ce qu'il y a un processus qu'on voit dans la roche qu'on collecte qui peut seulement être expliqué par de la vie? Donc, est-ce qu'il y a un processus biologique qui s'est passé que là, on voit ça puis on dit, OK, c'est le seul moyen de ce qu'on connaît de Mars, c'est parce qu'il y a eu de la vie. Donc, c'est une réponse qui est très, très difficile à... Qu'en pensez-vous? Ce qui est spécial, c'est que tu dis, OK, Mars, il y a des milliards d'années, ressemblait exactement à la Terre. S'il y avait les bons ingrédients ici sur Terre, est-ce qu'il y aurait pu avoir les bons ingrédients sur Mars? D'un côté,
C'est difficile à dire oui ou non. Dans le fond, ça fait partie de la question. Ça, c'est la scientifique en moi qui est comme, je sais pas. Mais j'aurais pu m'imaginer. Ce que vous me dites, c'est que vous n'avez pas d'opinion. Vous attendez le fait. Oui. Puis... Oui, puis je pense que quand les gens me demandent est-ce qu'il y a de la vie dans l'univers, je dis toujours... Oui, c'était ma prochaine question. Je dis toujours, mais j'espère bien, parce que j'espère qu'on n'est pas une anomalie. Il me semble que, tu sais, ça serait plate d'être tout seul dans ce grand univers infini. Ça m'étonnerait, moi personnellement, ça m'étonnerait que les ingrédients pour la vie sont celles que seulement sur Terre, dans tout ce grand univers-là, que cet événement-là s'est passé. Mais jusqu'à temps qu'on trouve des traces de vie, c'est impossible de dire s'il y en a ou non. Est-ce que parfois, vous-même, ça vous angoisse ou il y a des moments de questions existentielles qu'on devient fou à penser à ça, qu'on est dans un système solaire, dans une galaxie, la Voie lactée, qu'il y a des milliards de galaxies, et qu'on est donc moins que rien, oui. mais qu'on est, on est conscient de tout ça. Oui. Sommes-nous les seuls conscients? Est-ce que ça vous devient? Oui, mais je pense que tout le monde vit ça un peu, mais je pense que moi, ma vie de tous les jours, mon travail de tous les jours, c'est répondre à ces questions-là. Je me sens chanceuse souvent de dire « Ah, ben on ne sait pas, mais je travaille sur quelque chose qui peut-être va nous aider à comprendre cette place-là. » Donc, pour moi, c'est plus une fascination que de l'angoisse. Mais par exemple, je vous ai entendu à la radio l'autre fois avec Pénélope. On parlait du temps, vous parliez du temps. Avant la création, avant le Big Bang, il y avait pas quoi? De temps. Il n'y avait rien. Mais c'est quoi rien? Mais c'est à justement... côté, il y a un noyau, à un moment donné, le Big Bang, c'est très concentré, puis là, ça part. Oui. Mais autour du noyau, il y a quoi? Et c'est ça, justement, c'est ça qui est très difficile à... C'est impossible d'imaginer ça pour un humain, dans le fond. On sait que scientifiquement, avant le Big Bang, il y avait rien. Il n'y avait pas de temps, il n'y avait pas de direction, il n'y avait pas... le sens matériel de l'espace n'existait pas. Je pense que c'est là qu'on a des... C'est là qu'on a des problèmes. Oui, parce que en équation de physique, on peut expliquer ça. Mais oui. En tant qu'humain, on est comme juste pas assez intelligent, dans le fond, pour comprendre ça. Mais je pense que la physique, des fois, surtout l'astrophysique comme ça, il faut accepter qu'on n'a pas la capacité de comprendre, qu'il y a des faits qui sont d'une certaine manière, c'est comme les plis dans l'espace-temps et le fait que le temps soit relié à l'espace. C'est des choses qui, en tant qu'humain, c'est très, très difficile de comprendre ça, mais les équations physiques sont là. Donc, faut accepter. Pas de temps, pas d'énergie, pas de matière. Si le néant pré-Big Bang est impossible à imaginer, c'est tout aussi impossible à concevoir que nous soyons la seule vie dans l'univers. Il y a 200 milliards de soleils dans la seule Voie lactée, notre galaxie. Il y a des milliards de galaxies. Je reviens à la question fondamentale. Est-ce que c'est possible que nous soyons la seule anomalie vivante, mais encore, j'ajoute une couche, qui a conscience que ça existe, tout ça autour de nous? C'est ça la question aussi, c'est la conscience, c'est la vie intelligente, savoir s'il y a d'autres civilisations. Mais c'est à se demander aussi, qu'est-ce que nous, on manque? Parce que est-ce que ça se peut qu'il y ait des espèces qui sont encore plus conscients et intelligents que nous? Puis quand on parle de la découverte d'extraterrestres ou de la découverte d'autres vies ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que, bon, on sait que à peu près, on sait que dans notre système solaire, à part sur Terre, il n'y a pas de vie consciente intelligente. Ça se peut qu'il y ait de la vie ailleurs. Oui, ça, pour le système solaire, c'est réglé. Bien, c'est possible qu'il y ait de la vie microbiologique peut-être, parce que, par exemple, on envoie une mission qui s'appelle Clipper vers une des lunes de Jupiter qui s'appelle Europe, qui a un océan. Puis on veut étudier cette lune-là parce que ça se peut que ça soit un endroit habitable. Donc, c'est possible qu'il y ait de la vie, mais c'est réglé qu'il n'y a pas de vie intelligente ou consciente. Est-ce que de votre vivant, vous pensez que là, il va y avoir une découverte importante sur une exoplanète de traces de vie? Je ne parle pas de conscience extraterrestre, mais de traces de vie. Je pense que c'est possible, parce que si on s'imagine jusqu'au début des années 90, on n'avait jamais vu ou confirmé qu'il y avait des exoplanètes. Vous imaginez, dans ma vie, c'est quand même fou à dire,
on comprenait le concept. On se dit, oui, si on a le Soleil puis on a des planètes qui tournent autour du Soleil, j'imagine que... mais jusqu'en début des années 90, on n'était pas confirmé que ça existait. Là, en 30 ans, on est venu de ça à pouvoir observer les exoplanètes. Maintenant, avec James Webb, on peut non seulement observer les exoplanètes, mais on peut même étudier leur atmosphère. Puis comprendre, avec l'analyse de spectre, de comprendre, OK, quel genre de... ça nous permet de comprendre le genre de molécules qu'il y a dans l'atmosphère. Et je pense que ça pourrait nous aider à confirmer que, ah oui, là, il y a des bonnes chances qu'il y ait un cycle de vie sur une planète comme ça. Puis ça, je pense que c'est très possible dans notre véhicule. Parce que sinon, vous avez parlé d'anomalies. Oui, On revient à des... Pourquoi? Le concept d'être seul, ça fait peur un peu aussi. C'est comme, pourquoi est-ce qu'on serait seul? Pourquoi? C'est pour ça que je me dis, moi, personnellement, je suis comme, c'est sûr qu'il y a autre chose, ça se peut pas. Okay. Ou j'espère, en tout cas. Farah Alibé, vous êtes rendu très loin. Vous avez fait beaucoup de choses, des choses extraordinaires sur Mars. On vous a suivi, l'hélico, le premier vol de l'histoire d'un... Oui. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ça, là, le temps a passé un peu. Vous dites dans votre livre, ça va me prendre du temps avant de mesurer l'exploit un peu. Est-ce que vous mesurez mieux? Oui, maintenant, oui. Je pense que c'est quelque chose que... Là, j'ai comme compris l'impact qu'on a eu dans le domaine de l'aérospatiale. Donc, Ingenuity, qui était supposé faire... Bien, c'était une démonstration de technologie. On n'était même pas sûr si on allait être capable de voler sur Mars. Je me souviens, quand on a atterri, on avait des gages de combien de vols qu'on va faire avant de s'écraser ou avant qu'il y ait un problème. T'sais, moi, j'avais dit 4 ou 5. Je pense que le minimum, c'était 3 qu'on voulait vraiment faire. Écoute, on en a fait 72 vols. Donc, on en a non seulement appris beaucoup sur comment voler sur Mars, comment on pourrait utiliser des hélicoptères pour aider l'exploration martienne, mais aussi, on en a appris beaucoup sur la résilience de nos robots, puis comment est-ce qu'on peut faire des opérations comme ça. Donc, ça a été toute une aventure. Farah Alibé est née à Québec de parents d'origine indienne et malgache. Elle grandit à Joliette et d'aussi loin qu'elle se souvienne, personne à l'école ne lui a conseillé une carrière scientifique, encore moins dans l'aérospatiale. Vous aviez, jeune, vu le film Apollo 13. Vous avez été fasciné, vous racontez dans votre livre. Mais il y a un détail qui n'est pas un détail qui vous avait frappé aussi. Dans la salle de contrôle de la NASA à l'époque, c'était tous des hommes, chemise blanche, cravate noire, blanc. La petite cravate noire du temps. La petite cravate noire du temps. Give me a go, no go for launch. We're go flight. Guidance. Guidance go. Surgeon. Go flight. Ecom. We're go flight. GNC. Launch control, this is Houston. We are go for launch. Votre parcours a été plus difficile que si vous aviez été un homme blanc, on va se le dire. Oui, mais c'est ça. Les choses ont changé. Je pense qu'on n'est pas parfait. Les choses doivent continuer à changer, continuer à s'améliorer. Si on regarde, par exemple, moi, je travaille au Jet Propulsion Lab, qui est basé à Los Angeles. La composition des gens qui travaillent là ne représente pas la composition de Los Angeles. Donc, on est à environ 30 % de minorités visibles et 25 % à peu près de femmes dans les milieux techniques. Donc, c'est pas encore 50-50. Et puis moi, je me rappelle quand moi, j'ai commencé à travailler dans le domaine de l'aérospatiale, je regardais toute la ligne de gestionnaires qui était en haut de moi, c'était tous des hommes. Puis c'est sûr que quand tu vois quelque chose comme ça, tu te dis, ouais, mais pourquoi il n'y a personne qui me ressemble? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de femme dans ma direction? Est-ce qu'il y a vraiment un plafond de verre ou est-ce que ça a juste tombé comme ça? Mais ce qui est pire, c'est que quand tu commences à vivre des difficultés dans ton milieu de travail, j'ai vécu beaucoup de sexisme ordinaire, des microagressions, des moments où je me sentais pas écoutée ou je me sentais pas acceptée dans les équipes, ou même où je cachais une partie de moi-même pour avoir l'air un peu plus... Je me souviens, quand j'avais commencé à travailler, j'avais arrêté de teindre mes cheveux pour pas avoir l'air trop différente, parce que je trouvais que j'étais déjà assez différente. Puis quand tu commences à vivre des échecs qui sont normaux en début de carrière, bien là, tu te poses la question, est-ce qu'il y a vraiment une place pour moi? Est-ce que la raison pour laquelle il n'y a personne qui me ressemble, c'est parce que des gens comme moi ne réussissent pas dans ce domaine-là? Puis c'est vraiment quelque chose de vrai qu'on vit. Souvent, quand je vais dans les écoles ou universités, puis j'encourage les jeunes à venir dans le domaine des sciences et mathématiques,
je suis honnête avec eux, c'est comme ça va encore prendre du courage, il va y avoir des moments plus difficiles. La culture a changé, la culture est plus ouverte, mais il y a encore du travail à faire. Il y a quand même des jours que je rentre à la maison, puis ça m'est arrivé la semaine passée que j'ai quelqu'un qui m'a expliqué ma job, puis j'ai dit OK, moins le fun aujourd'hui. OK. Mais ça change. Dans son livre « Mon année martienne », Farah Alibé ne s'apitoie pas sur les difficultés qu'elle a rencontrées, mais elle a tenu à expliquer clairement la douleur ressentie devant des marques de racisme dès l'école primaire, où elle était une des rares à être différente. Vous dites dans ce livre-là qu'il y a eu des moments très durs et je ne pensais pas que ça avait été si dur pour vous. Vous avez grandi à Joliette. Vous racontez secondaire 2, il y a un petit gars avec qui vous chattez, que vous ne le connaissez pas, il ne vous connaît pas, c'est des anonymes, là, les chats. Puis il vous traite un mot qu'on n'emploie plus. Donc, il y a eu des moments vraiment où vous avez été tassé, puis on vous a appelé de toutes sortes de façons. Là. Oui, puis je pense que ça s'est passé depuis le primaire. Puis c'est sûr que d'un côté, bon, on s'entend, Joliette, dans les années 90, il n'y avait pas beaucoup de personnes racisées. Donc, j'avais toujours un peu comme accepté ça comme un manque d'éducation. Mais mes parents me disaient toujours, hey, fais pas de bruit, brasse pas les choses, laisse les gens dire des choses, essaie d'ignorer ça. Mais quand tu es jeune, c'est des choses comme ça qui m'ont beaucoup, très, très longtemps affectée. Pour moi, longtemps, je me trouvais pas belle, par exemple. Je me trouvais différente. Il fallait que je m'excuse pour qui j'étais. Je restais dans mon coin. On a déménagé en Angleterre quand j'avais 13 ans. Puis ça m'a beaucoup aidée parce que je me suis retrouvée dans un environnement où il y avait un peu plus de diversité, où j'ai été acceptée comme je suis tout de suite. Puis ça m'a beaucoup donné de confiance en moi de changer d'environnement. Mais oui, donc mon enfance, ça n'a pas toujours été facile. Et vous avez décidé de tout dire. Vous expliquez dans le livre que vous êtes queer et vous aimez mieux le mot queer que bisexuel. Vous expliquez même pourquoi. C'est important pour vous de le dire comme ça clairement, de dire ça s'ajoute à mes différences? Oui, mais en fait, le chapitre où je parle de ça, j'ai failli ne pas le mettre dans le livre. Okay. C'était quelque chose que j'ai vraiment longuement considéré parce que, en fait, j'en avais pas encore parlé à ma famille. C'était quelque chose que je pense qu'ils savaient un peu. Puis aussi, moi, ça fait quand même des années que je suis en relation avec un homme. Donc, c'est comme, je ne peux pas dire que c'est un privilège, mais je n'étais pas obligée de le dire. Quand vous êtes avec un homme. Exactement. Si vous étiez avec une femme, ça aurait été différent, c'est ça. Oui. Donc, j'avais hésité. Est-ce que je veux en parler? Est-ce que c'est quand même une partie qui est personnelle? C'est une partie que j'en parle dans le livre aussi, que je continue à découvrir de moi-même, de c'est quoi ma place dans cette communauté-là? Qu'est-ce que... même, justement, c'est pour ça que je parle des mots, parce que ça m'a pris du temps de comprendre qui je suis, dans le fond. Mais je pense que ce qui m'a donné le courage, c'est je me suis dit que s'il y a quelqu'un d'autre qui lit ça puis que ça leur donne le courage de eux aussi d'aller chercher, voir qui je suis vraiment. Est-ce que je suis ce que la société s'attend de moi ou qu'est-ce qui m'amène du bonheur? Puis je dois dire qu'en tant d'enfant d'immigrants, souvent, faire partie de la communauté LGBTQ, c'est beaucoup plus difficile. C'est beaucoup moins accepté. Oui, puis en fait, j'ai donné une conférence l'année passée. Il y a une jeune femme aussi enfant d'immigrants qui, elle aussi, est queer, puis elle est venue me voir, puis elle m'a dit, écoute, avoir lu ça m'a donné le courage. Elle a dit, j'en ai pas encore parlé à mes parents, je suis pas encore là, mais là, j'ai moins peur. J'ai moins peur d'être moi-même, j'ai moins peur de m'assumer comme je suis. Puis ça m'a tellement touchée, je me dis, mais c'est pour ça. C'est pour ça que je lui ai même dit, regarde, le chapitre était pour toi. Un mot sur l'adversité, par ailleurs, académique. Vous êtes allé à Cambridge et là, première année ou deuxième année, ça va moins bien. Oui. Non, mais c'est important parce que ça vous a fait du bien, des échecs bien relatifs. Là, ça vous a fait du bien? Bien, j'en ai beaucoup appris. Donc, ma première année d'université, je me retrouve dans un environnement socio-économique totalement différent du mien. Les gens ont un accent différent. Donc, ça a été difficile au début, surtout que moi, je suis allée à l'école publique. Puis il y avait des élèves autour de moi qui avaient été encadrés à l'école privée, qui avaient beaucoup d'avantages sur moi déjà.
qui se retrouvaient dans un environnement où peut-être leurs parents étaient allés à Cambridge, où ils connaissaient des professeurs. Donc, en plus de vivre ces échecs-là, de me sentir pas à ma place, ça a été quelque chose, mais ce que j'ai appris un petit peu d'humilité, un peu beaucoup d'humilité, mais aussi appris à demander de l'aide, à travailler en équipe. Mais aussi, je pense que c'est une belle leçon de vie d'apprendre à se relever quand on a un grand échec. Puis c'est quelque chose qui m'aide énormément dans mon travail maintenant parce que des échecs, on en a. On a beau bien essayer à construire. Quand on construit un robot ou un satellite qui n'a jamais été fait avant, il y a des grands échecs. Il y a des moments où je rentre à la maison puis je me dis, est-ce qu'on va être capable de lancer ça à temps? Il y a des moments où vous vous dites à quoi ça sert aussi, là? Parce qu'il y a des moments où vous vous êtes posé la question, pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait voler un hélicoptère sur Mars? Alors qu'il y a peut-être d'autres problèmes dont il faudrait s'occuper sur Terre. Ça vous traverse l'esprit aussi, là. Oui, puis je pense que c'est quelque chose que pour moi, à l'université, j'y ai longuement pensé même. Est-ce que je suis dans le bon domaine? Puis je me sentais peut-être un peu... je sais que c'était ma passion dans ce domaine-là, mais je me demandais, qu'est-ce que ça redonne au monde de faire ça? Oui, quand tu vois les gens qui souffrent, puis je sais que j'ai des qualités que je pourrais les aider. Mais ce que j'ai découvert, c'est que, bon, premièrement, l'aérospatiale, c'est sûr que ça redonne à notre planète parce que le tiers de ce qu'on fait, par exemple, à mon travail, c'est d'observer la planète, c'est de comprendre le changement climatique. On étudie où est-ce que l'eau va, on aide en agriculture, par exemple. Donc, il y a ce côté-là, bien sûr, qui est comme direct, mais je pense qu'il y a aussi le côté humain, inspirationnel. Je pense qu'en tant qu'humain, oui, il faut s'occuper de notre planète. Oui, on a des problèmes. Oui, c'est des moments difficiles, mais on ne peut pas arrêter d'évoluer. Je pense que cette question existentielle de qui sommes-nous, c'est quoi notre place dans l'univers, c'est des questions qu'on se pose depuis le début des temps. Puis on ne peut pas dire maintenant, ah non, on va arrêter de répondre à cette partie-là, à cette partie curieuse de l'humain. Donc, je pense que ça fait partie d'aider notre humanité à avancer, d'inspirer, puis d'éventuellement peut-être commencer à répondre à plus de ces questions. C'est notre mission. On n'a pas le choix que de réfléchir. Je pense que ça fait à partie notre place. de nous. Je pense que ça fait partie d'être humain. C'est ça la définition d'être humain. À l'entrée de l'exposition, Farah Libé tient à ce que l'on découvre des femmes scientifiques qui ont contribué à changer le monde. Raymonde Delaroche, qui en 1910 a été la première femme à obtenir un brevet de pilote d'avion. Rosalind Franklin, une chimiste et biologiste qui est l'une des premières à identifier la structure de l'ADN. Ou Gladys West, une mathématicienne américaine qui a développé les systèmes de positionnement par satellite, les GPS. Vous avez tenu à ce qu'il y ait des portraits de femmes scientifiques importantes. Oui. On parlait de la place des femmes en sciences. Et vous allez faire découvrir des femmes que les gens ne connaissent pas nécessairement. Je voulais des femmes internationales, des personnes qui s'identifient différemment. Et l'idée, vraiment, c'est que je voulais que les gens viennent puis peut-être puissent eux-mêmes se reconnaître dans ces femmes-là, peut-être reconnaître quelque chose de différent. C'est des modèles comme ça que j'aurais aimé en avoir plus quand j'étais jeune. C'est des modèles comme ça qui m'ont inspirée à être où je suis. Je pense que souvent, c'est ça, c'est juste avoir une petite étincelle de « Ah, cette personne-là, elle a vécu ça, puis moi aussi, j'ai ça, puis elle a fait ces grandes choses-là, peut-être que moi aussi. » Puis on ne sait jamais, peut-être qu'il y a un jeune qui va passer ici, qui va voir ça, puis ça va l'inspirer à faire quelque chose de grand. Est-ce que votre rêve d'y aller dans l'espace est toujours présent? C'est possible techniquement, là, où vous êtes rendu à la NASA? Ah oui, bien c'est complètement différent. C'est ça que les gens s'imaginent que vous êtes déjà à la NASA, ça doit être facile. C'est ça. La porte à côté. Non, pas exactement. En fait, il faut appliquer. C'est une job séparée. Donc, il faut appliquer à chaque fois qu'il y a un appel. Maintenant que je suis américaine, je peux appliquer soit aux États-Unis ou quand le Canada a une application. Donc, la dernière fois que les applications étaient ouvertes au Canada, j'avais appliqué. J'étais encore jeune. Donc, je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont avoir un autre appel, mais c'est sûr que je vais continuer à appliquer. Je vous le souhaite, on vous le souhaite d'y aller. Puis en attendant, vous regardez, parce que vous êtes avec un programme là, de télescope. Oui. Donc, je travaille sur un télescope qui s'appelle Spherix. C'est un télescope en infrarouge. Il va être en orbite autour de la Terre, donc on ne va pas aussi loin, mais on va regarder plus loin. En fait, on va prendre des cartes complètes de notre univers, vues en 3 dimensions, vues d'ici sur Terre. Complète. Bien, complète.
on va essayer de remplir, dans le fond, le ciel au complet de ces images-là vues d'ici. Donc, c'est pas une image complète de l'univers, parce que l'univers est infini, mais de ce qu'on peut voir. On va prendre environ... On y revient, là, à la Oui. folie, là. Donc, on va prendre des images d'environ 1 demi-milliard de galaxies. Puis ce que ça nous aide à faire, en fait, c'est que quand... Un demi-milliard de galaxies. C'est gros comme chiffre, hein? Ouais. Mais ce que ça nous permet de comprendre quand tu prends des images comme ça, c'est que on peut voir la position des galaxies et comment elles bougent par rapport à chacune. Et en fait, ce que ça va nous permettre de comprendre, là, je vous ramène au Big Bang, c'est qu'après le Big Bang, on sait qu'il y a eu le Big Bang, ça on le comprend quand même assez bien, mais il y a eu une expansion très, très rapide de l'univers qui s'est passée au tout début de l'existence de l'univers. Et il y a plusieurs modèles scientifiques qui peuvent expliquer cette expansion-là. Donc là, en regardant maintenant la position et le mouvement des galaxies, ça va nous permettre d'aller comprendre quel modèle qu'on a de cette expansion-là est le bon. Donc, ça va peut-être nous permettre de comprendre la physique derrière les tout débuts de notre univers. C'est pas rien quand même. Farah Alibé, c'est un plaisir. Merci.